eu gostaria de dizer que ele acaba de nos contar que o livro dele, Espírito do Mundo, está traduzido em português já, em português de Portugal. Já é uma comunidade. Ele vai falar a respeito do dom e eu gostaria de dizer também, já que várias pessoas conhecem a Henrique de Moço, que ele é um dos editores da Henrique de Moço. E um dos assuntos que ele vai tratar aqui é sobre o Moço, o movimento antigo para as extensões sociais. Então, nós damos as boas-vindas ao professor e o Paulo pede que nós agradeçamos muito o empenho da professora Alves Angular e do professor Paulo Henrique Martins na organização da vinda deste professor. E eu gostaria muito de convidar o Paulo Henrique Martins para sentar conosco e ajudar a montar a mesa. Então, professor, se quiser começar. Muito obrigado ao encontro, pela invitação de falar aqui. Não posso falar português mais, e quando eu falar português, pensar bom, alors, donc je m'excuse pas pour avoir parlé portugais, je vais faire la conférence en français. Donc je me suis consolé parce que le fait de ne pas pouvoir parler portugais m'a donné l'occasion de rencontrer une interprète très sympathique. Voilà. Alors je vais discuter des paradigmes dans les sciences sociales. En résumé, mon exposé va porter sur 4 points. D'abord, une présentation très rapide du paradigme dominant actuellement, donc je porte plusieurs noms, en essayant de mettre en évidence quelques conséquences de ce paradigme, des conséquences positives, mais aussi des conséquences négatives. Dans un deuxième point, je vais encore plus brièvement parler d'autres paradigmes opposés à celui qu'on oppose en général au paradigme dominant, c'est-à-dire qu'on appelle généralement le paradigme type holiste, et pour finalement arriver à parler, j'espère longtemps aussi, de la question du paradigme du don. Le titre de mon exposé, c'est le paradigme du don avec un point d'interrogation. Bon. Alors le premier point, le paradigme dominant. Comme tout le monde le sait, il y a actuellement un paradigme dominant qui tend à se mondialiser et qui est le néolibéralisme et qui dans les sciences sociales porte aussi plusieurs noms, la théorie des choix rationnels, la rationalité instrumentale, l'individualisme idéologique, l'utilitarisme, etc. Bon, ce paradigme qui en fait était plutôt modeste au départ avec Adam Smith a pris aujourd'hui une ampleur phénoménale. Au point où un individu moderne et un chercheur moderne n'arrive plus à penser à ce qui circule dans la société sans partir de cette notion de ce modèle, de ce paradigme. C'est pourquoi un sociologue américain, Hegel, a dit que cette situation conférait à ce modèle ce qu'il a appelé, parce que j'aime bien cette expression, un privilège paradigmatique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie notamment qu'on ne prend pour postulat, qu'on a recours spontanément à ce schéma explicatif pour rendre compte d'un comportement de l'agent social. Quand on n'a pas d'autres raisons qui sont évidentes, spontanément on recourt à cette explication-là et si elle est le moindrement vraisemblable, on la considère comme vraie. Et ça signifie aussi, évidemment, que tout autre postulat est considéré non légitime. Tout autre postulat, en tant que postulat, ne peut pas exister, puisqu'il y aurait besoin d'être démontré contre
postulat qui détient un privilège paradigmatique. Alors, qu'est-ce que ce modèle contient? C'est pas bon, ce n'est pas l'exposé sur ce modèle, bien entendu. Alors, je voudrais simplement présenter deux notions qui me semblent très importantes, la notion de préférence et la notion d'optimisation. Alors, ce modèle affirme que l'individu agit selon ses préférences et qu'il est le seul à savoir ce qu'elles sont. Le mot préférence dans ce paradigme, ça désigne les normes, les valeurs, tout ça. Alors, comment l'individu détermine-t-il ses préférences? Dans ce paradigme, ce n'est pas le problème de ce paradigme. Le problème de ce paradigme, c'est comment il prend ses décisions une fois que ses préférences sont fixées. Et la réponse à cette question que l'on pose, c'est la rationalité instrumentale, c'est-à-dire que c'est, avec comme concept fondamental, l'optimisation. Bon, alors, tout le monde sait ici ce qu'est l'optimisation. On choisit entre les différents moyens, positifs, négatifs, on calcule et finalement on prend la décision qui optimise les aspects positifs ou minimise les coûts. Ce paradigme affirme aussi qu'il n'y a pas seulement une optimisation individuelle, mais qu'il y a aussi une optimisation collective. Ce modèle affirme que si chacun agit en défendant son intérêt, on va produire un optimum de bien-être collectif. Bon, alors voilà, c'est simplement un vrai problème. Quels sont les aspects positifs de ce modèle? Je pense qu'il y a des aspects positifs à ce modèle que beaucoup de sociologues tendent à négliger. Un premier aspect positif, c'est l'aspect réaliste que nous donne l'idée d'intérêt. Je pense que cet aspect réaliste est un bon mécanisme de protection contre les utopies dangereuses, totalitaires dangereuses. Comme le disait Kessler, le romancier anglais Kessler, dans toute l'histoire, les ravages causés par les excès d'assertion individuelle sont quantitativement négligeables par comparaison avec les boucheries organisées par transcendance altruiste pour la plus grande gloire d'un drapeau, d'un chef, d'une foi ou d'une conviction politique. Kessler, en 1879, ne connaissait pas encore l'Algérie, le Cambodge, etc. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est positif pour ce paradigme. Et l'autre aspect qui est positif, c'est que c'est quand même cette idée que les intérêts privés peuvent conduire au bien public, cette idée que tous les égoïsmes sont gérés miraculeusement par la main invisible du marché, et qu'il suffit d'être égoïste pour remplir notre devoir envers la société, c'est quand même une idée qui est séduisante, même si elle s'avère fausse. C'est une idée qui fait rêver. Et donc, autant et même peut-être plus que son intérêt théorique, je pense que ce qui attire dans ce modèle, ce paradigme, c'est son intérêt pratique, son intérêt normatif. C'est son utopie, au fond. Parce que ça signifie que pour contrôler les passions, pour contrôler les désordres de la société, pour faire fonctionner la société pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, comme disait Renthal, on peut se passer de l'appel à la vertu et on peut se passer aussi de l'autorité, de la contrainte, de la tradition. Alors je pense que c'est ce qui explique le succès de cette théorie. Et surtout dans la société moderne. Parce que l'individu moderne, chacun sait, ne se définit pas d'abord comme vertueux. Il se méfie des normes qui sont imposées moralement. Mais surtout, le membre de la société moderne est aux prises avec un nombre impressionnant d'instances, d'institutions, d'autorités qu'il perçoit comme extérieures à lui. Parce que, je ne faut pas oublier que la société moderne, pour rappeler la grande distinction de Koenig, se définit comme une société, non pas comme une communauté, mais comme une charte, non pas comme une maison de charte. Alors, dans ce contexte-là, les autorités ont tendance à être perçues comme extérieures à l'individu, et donc, comme toujours, vouloir lui imposer des valeurs, des normes, comme ayant toujours tendance à lui dire ce qui est bon pour lui. C'est pourquoi, avec cette idée de souveraineté des préférences,
qui est neutre par rapport aux valeurs, aux fins, ce modèle est effectivement souvent le moins mauvais dans le cadre de la société moderne. On pourrait donc dire que le modèle marchand possède une structure qui contient un certain respect des valeurs de chacun. Finalement, le troisième aspect qui est positif, c'est qu'il nous permet d'acquérir ce que l'on désire de l'autre sans s'engager dans une relation à long terme avec lui. En un mot, le modèle marchand nous libère des relations sociales non voulues, qui sont innombrables dans une société moderne pluraliste, qui a rompu, comme je viens de dire, avec le modèle communautaire. Et je pense que ce qu'on aime surtout dans le modèle marchand, dans le marché, c'est cette liberté. C'est la facilité de sortir d'une relation qu'on n'aime pas, d'aller voir ailleurs. C'est le concept d'exit qui a été développé par l'économiste américain Hirschman, qui me semble fondamental dans le marché. Le marché est fondé sur l'idée que toute transaction vise à être, comme on dit en anglais, vise à clearing, vise à être nettoyée. La liberté marchande est fondée sur la liquidation permanente de la dette. Chaque échange est complet en soi. Grâce à la loi de l'équivalence, qui est propre au marché, chaque relation est ponctuelle et n'engage pas l'avenir, elle est sans avenir. Elle ne s'insère pas dans un système d'obligation sociale. Cette idée semble aller de soi pour nous, modernes, mais en fait c'est une invention d'un lien social, comme l'a magnifiquement montré Karl Polanyi dans la grande transformation. C'est parce que c'est une relation sociale qui vise à liquider la dette en permanence. Le marché est un lien social qui vise donc à échapper aux obligations normales inhérentes aux liens sociaux. Donc le marché contient un principe de base d'autonomie et de liberté que, à mon avis, que la gauche classique orthodoxe a toujours eu de la difficulté à reconnaître. C'est vrai que c'est une relation sociale qui est limitée, c'est vrai qu'elle conduit à l'exploitation, par ailleurs, qu'elle a énormément d'inconvénients, à l'exclusion aussi. Bon, ce sont des problèmes que je ne vais pas traiter ici, mais que je suis tout à fait conscient. Mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois que quelqu'un prétend non seulement savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous, mais prétend avoir l'autorité pour nous l'imposer, au lieu d'essayer de nous en convaincre, on préfère le marché. Alors ça, c'est pour les aspects positifs, mais il y a aussi des limites, bien entendu, et des faiblesses à ce modèle. Il y a l'envers de la médaille. Parce qu'il faut bien reconnaître que cette solution que l'humanité a aujourd'hui tendance à mondialiser, quand on regarde l'histoire de l'humanité, la plupart des sociétés, non seulement ont craint ce type de relation, mais ils l'ont souvent méprisé. Bon, il s'agit de consulter toute la littérature anthropologique pour reconnaître ce fait. Mais même en Occident, c'est vrai que tout récemment, on a reconnu, on a voulu généraliser ce type de relation entre les êtres humains. Donc, il devait y avoir des raisons, et il y a même plusieurs raisons. Une première raison sur laquelle je ne vais pas insister, c'est que la dette, en fait, n'est pas vraiment liquidée toujours. Le marché introduit subrepticement dette et dépendance collective, notamment entre les sociétés, entre les nations. C'est un phénomène extrêmement connu, extrêmement étudié aujourd'hui, que la dette est transférée au fond à des étrangers qui sont inconnus. Et c'est une des raisons pour laquelle les sociétés se sont toujours méfiées de ce modèle marchand. Mais ce n'est pas la seule raison. Et je voudrais insister sur une autre raison. Pour ça, il faut revenir sur ce postulat de préférence. On a vu que ce paradigme se présente comme étant une théorie des moyens pour une fin, quelle que soit la fin.
donc une théorie neutre par rapport aux valeurs. Or, en fait, le marché ajoute autre chose à cette théorie qui affecte sa neutralité face aux valeurs. Il ajoute que quelles que soient les valeurs, quelles que soient nos valeurs, elles doivent pouvoir être transformées en marchandises. Elles doivent pouvoir prendre la forme de produits qu'on écoule sur un marché. Elles doivent, comme on dit en anglais, elles doivent être commodifiées, commodifiées. Or, dire on est neutre, mais à condition que vous consommiez, à condition que vous vous inscriviez dans le modèle producteur-consommateur, en fait, ce n'est pas neutre. C'est ce que cache la neutralité de préférence. On a une liberté de choix des valeurs, mais à condition de traduire toutes nos valeurs et toutes nos croyances, toutes nos passions en demande de biens et de services de consommation. Pourquoi? Parce qu'il existe une valeur de base, au fond, implicite, et pas seulement implicite, extrêmement explicite, qui est la croissance. L'individu moderne a toutes les libertés par rapport aux liens sociaux, mais il n'a pas la liberté de ne pas contribuer à la croissance du PNB, la croissance de la production. La production, dans ce modèle-là, devient donc le but. Alors qu'au départ, elle est pensée comme étant le moyen, elle finit par devenir le but. Il y a un renversement, une inversion du rapport fin-moyen. Pourquoi y a-t-il cette inversion du rapport fin-moyen? Eh bien, justement parce que ce modèle est fondé sur la rationalité instrumentale, est fondé sur cette distinction, sur une distinction de type linéaire entre la fin et les moyens, qui ne tient pas à l'examen. C'est ce que je voudrais maintenant montrer. Plus précisément, ce modèle est fondé sur l'étanchéité des moyens par rapport aux fins. Or, dans la réalité des décisions, dans la réalité des comportements humains, les moyens contaminent la fin en permanence. Ce n'est donc pas un modèle adéquat de l'action humaine. Bon, je voudrais donner simplement quelques illustrations rapides pour montrer que le fait peut devenir le moyen, on peut constater ça de façon quotidienne. Je voudrais prendre le premier exemple, une citation de Karl Marx, qui dit « Quand les ouvriers communistes s'associent les uns avec les autres, au départ, la fin, le but, c'est la propagande, la théorie, etc. C'est leur premier objectif. Mais, à mesure qu'ils se réunissent et comme résultat de cette association, ils acquièrent un nouveau besoin. Le besoin de société, le besoin de lien social. Et ce qui était le moyen au début devient la fin. Bon, je vais passer là-dessus, je pense que j'ai plusieurs exemples. J'ai une dernière illustration, parce que même aujourd'hui, on sait que Bentham a appliqué ce modèle linéaire de relation fin-moyen à la poursuite du bonheur. Le but, c'est le bonheur, et on maximise les plaisirs, on minimise les peines, c'est-à-dire les moyens, puis on atteint le bonheur. Or, même aujourd'hui, même pour ce but qui est le bonheur, il y a une fin moyenne, il n'y a absolument rien d'évident. Je vous donne une petite illustration. Il y a quelques années, un professeur de psychologie a demandé à ses étudiants de faire une liste de 10 noms de personnes qui connaissent très bien et d'inscrire dans une première colonne, de dire est-ce que vous croyez que ces gens-là sont égoïstes ou généreux? Et dans une deuxième colonne, il leur a demandé d'écrire est-ce que vous croyez que chacune de ces personnes est heureuse ou malheureuse? Et alors le résultat a été très frappant. Les personnes généreuses étaient heureuses et les personnes égoïstes étaient malheureuses. Et alors le chercheur parle du paradoxe des égoïstes malheureux, parce qu'il dit, après tout, la définition de l'égoïste, c'est celui qui cherche à orienter tous ses comportements vers son bonheur à lui, alors que le généreux, c'est celui qui cherche à orienter son action vers le bonheur des autres. C'est une petite illustration de la contamination fin-moyen, du rapport très complexe entre la fin et le moyen,
dont le modèle, le paradigme de la rationalité instrumentale ne rend absolument pas compte. Le temps file. Je voudrais bien parler du don. Bon, alors retenons que, malgré tous les attraits de ce paradigme, que je viens de décrire, il y a des limites importantes et qu'il faut se pencher donc sur d'autres paradigmes. Dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, l'autre paradigme, c'est ce qu'on oppose généralement à l'individualisme, c'est ce que depuis le bout du monde, le français, c'est ce qu'on appelle le holisme. C'est qu'on peut définir de façon large par toutes les théories qui partent de la société plutôt que de partir de l'individu. Alors je voulais donner très très rapidement un exemple de ces théories avec le mouvement pour la socio-économie qui a été lancé par Vitale Etzioni il y a une dizaine d'années. En 1988, le sociologue américain Vitale Etzioni, que tout le monde connaît sans aucun doute, a écrit un livre qui s'appelle The Moral Dimension, la dimension morale, et plus tard a lancé un mouvement qui est quand même aujourd'hui très important au sens social, interdisciplinaire, qui regroupe des chercheurs de centaines de pays, qui s'appelle la Société for the Advancement of Socioeconomics. Bon, alors, je vais aller au point essentiel. Etzioni, ce mot spécifiquement Etzioni, mais de façon générale, le mouvement pour la socio-économie, veut réintroduire, comme le titre de son ouvrage l'indique, la dimension morale, contre le paradigme dominant, l'économie démocratique, dont on entend. Alors, Etzioni affirme que les agents sociaux n'agissent pas seulement en fonction de leurs intérêts, mais aussi en fonction de normes, de valeurs qu'ils ont intériorisées. C'est la nature morale des actes qui éloigne les agents sociaux du paradigme de l'économie classique. Bon, la morale telle que définit Etzioni a plusieurs caractéristiques. J'en saute quelques-unes, mais j'arrive à la conclusion qui pour moi est la plus importante. C'est que pour Etzioni, le comportement moral s'éloigne de la recherche du plaisir. Etzioni tend à assimiler le plaisir avec l'utilitarisme, avec le modèle néoclassique. Il oppose plaisir et acte moral. Ce qui fait que cette réduction du plaisir au modèle utilitariste dominant et cette insistance sur les normes, sur le devoir, rendent le modèle socio-économique facile à critiquer au nom de la liberté que procure le marché, qu'on a vu tout à l'heure, que procure le modèle marchand. La socio-économie veut montrer que l'intérêt n'explique pas tout, qu'il y a aussi des normes, des règles, des valeurs dans la société. Mais ces normes tendent à être conçues comme des obligations extérieures à l'individu. Alors, si c'est comme ça, on a ce temps une version des contraintes et on a aussitôt envie de s'en libérer. C'est l'image de valeur imposée qui revient. Si on s'en tient à ces deux paradigmes, on est donc conduit à croire que les sciences sociales sont confrontées au dilemme suivant. Soit un comportement libre, mais obéissant au modèle de la rationalité instrumentale, soit un comportement plus ou moins contraint, plus ou moins déterminé. Cette dichotomie a pour conséquence que seuls les comportements relevant du paradigme dominant, les choix rationnels, sont vraiment libres. Et donc, cette dichotomie apporte de l'eau au moulin du paradigme dominant. Alors, ce que je voudrais maintenant montrer, c'est que ces deux paradigmes ne peuvent pas rendre compte du phénomène du don.